m'appelle Marie-Pierre Arrizabalaga. Je suis professeure des universités en histoire et civilisation des États-Unis à CY Cergy Paris Université depuis mais je suis maître de conférence à l'université depuis 2000. J'enseigne des cours sur la société et l'économie des États-Unis et en recherche. J'enseigne surtout des cours en méthodologie de la recherche, en sciences sociales, sur les migrations. Donc moi, personnellement, je suis spécialiste des migrations aux États-Unis pour le 19e et le 20e siècle et des migrations en général. Je m'intéresse donc aux raisons pour lesquelles ces migrants français, puisque ce sont ceux-là que j'étudie, sont partis donc aux États-Unis, et ensuite leur processus d'intégration et les questions d'identité dans les migrations pour ce groupe-là, mais aussi par comparaison avec d'autres groupes. Alors dans mes activités recherche, je m'intéresse à tous ces Français qui sont partis en Amérique, surtout au XIXe siècle, mais aussi au XXe siècle, puisque le processus s'est prolongé même après la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai toujours été frappée par donc la raison principale de cette émigration, qui était la pauvreté. Et j'avais du mal à croire que tous ces gens-là, qui étaient très pauvres, avaient les moyens financiers de partir en Amérique, de s'installer, de créer des activités commerciales et autres. Ça me paraissait trop simpliste. Donc la question m'est venue très rapidement sur les vraies raisons de l'émigration des Français et des Basques en particulier, puisque je suis d'origine basque. Et pour moi, les vraies raisons se situaient au sein de la famille. Parce que ce qui me frappait, c'était pourquoi au sein d'une même famille, soi-disant pauvre, certains émigraient et puis pas d'autres. Et donc, il était important de comprendre les mécanismes qui s'opéraient au sein de la famille dans ce processus migratoire. Donc, j'ai fait 2 thèses. J'en ai fait une aux États-Unis, à l'Université de Californie, puis une seconde à l'école des études en France. La première était sur une étude des cas très locale, tandis que la seconde était une étude plus régionale, donc comparative sur plusieurs villages. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre précisément ces mécanismes qui expliquaient les migrations. Et donc, j'ai étudié les structures de la famille, j'ai étudié les stratégies familiales au sein des familles qui expliquaient pourquoi certains partaient à certains moments, puis d'autres à d'autres moments, etc. Et puis, évidemment, je me suis intéressée aux femmes. Les femmes ont émigré en Amérique beaucoup plus tard que les hommes, et j'ai essayé de comprendre pourquoi ce phénomène avait eu. Et mon nouveau projet, donc depuis un certain nombre d'années, est sur l'étude de cette émigration française. Donc, il y a des Basques, surtout des Basques, des Béarnais et des Dauphinois, qui se sont installés en Californie à la fin du 19e siècle et première moitié du 20e siècle. Et donc, je voulais comprendre et comparer ces différents processus migratoires au sein des différents groupes, leurs modalités donc d'intégration, d'acculturation, et tout ceci pour comprendre que devient cette communauté française, basque, béarnaise, dauphinoise en Californie. Elle est toujours là, elle est toujours présente, et malheureusement, elle est en voie d'extinction, mais quand même, les différents groupes se retrouvent, et même s'ils sont très différents de par leur origine, eh bien, ils sont toujours là, ils célèbrent certaines cérémonies, voire le 14 juillet parfois, mais d'autres événements aussi. Mais dans ce projet, ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre qui étaient ces femmes, ce qu'elles sont devenues une fois installées en Amérique. Est-ce qu'elles en ont profité pour épouser des Américains, ou est-ce qu'elles ont reproduit les mécanismes familiaux, culturels d'origine en Amérique? Et donc, voilà, j'étudie en particulier donc les femmes qui sont celles qui transmettent le mieux
pratiques familiales ancestrales et qui reproduisent tous ces schémas sociaux. Donc, je travaille avec plusieurs réseaux, le réseau des chercheurs qui sont spécialistes de la famille, le réseau des chercheurs qui sont spécialistes des migrations et le réseau des chercheurs qui sont spécialistes des études de genre. Il n'est pas nécessaire d'habiter aux États-Unis pour faire des recherches sur les États-Unis. Il y a beaucoup de chercheurs dans le monde entier qui sont spécialistes des États-Unis sans vivre aux États-Unis. Alors c'est sûr que c'est plus compliqué puisque on n'est pas sur le terrain et on n'a pas l'occasion de se rendre sur le terrain aussi souvent qu'on le souhaiterait. Mais dans mon cas, j'ai obtenu une bourse Fulbright et un CRCT à Cergy, à l'université donc, de Cergy, pour partir 6 mois en Californie pour faire une étude du terrain, donc aller vers les sources. Et pendant une période de 6 mois, j'ai collecté un maximum de données que j'ai pu ramener en France et puis ensuite prendre le temps de l'étudier. Et ensuite, j'ai fait un autre séjour de 6 semaines quelques années plus tard pour compléter les données et puis produire un certain nombre de résultats sur les recherches. Alors, rien n'est jamais complet. Il y a maintenant beaucoup de choses que l'on peut faire via Internet, heureusement, parce que du coup, avec la pandémie, ça simplifie les choses. Les archives californiennes commencent à numériser beaucoup de données et ils les mettent à disposition donc des chercheurs sur Internet. Après, il y a aussi Ancestry.com, base de données géante de l'Église mormone qui, moyennant paiement évidemment, donne accès à énormément de données qui me sont à moi très utiles pour compléter les généalogies. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Maintenant, c'est vrai que c'est mieux de faire les interviews avec les descendants de migrants sur place, mais bon, on peut le faire maintenant via aussi Internet, par téléphone. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi. Le terrain est vital, c'est clair. C'est important de continuer à aller sur le terrain régulièrement parce que il faut rencontrer les gens, il faut sentir le terrain. Quand moi j'ai été dans la région que j'étudie et que j'ai parcouru un petit peu le territoire, on se rend compte de la difficulté que devaient avoir ces immigrants lorsqu'ils sont arrivés il y a plus de 100 ans et qu'ils ont dû s'installer et tout créer de leurs mains. Ça devait être une expérience très difficile, et surtout pour les femmes, parce que c'était certainement pas un territoire très accueillant pour les femmes. La recherche, c'est très important pour comprendre notre société d'aujourd'hui. C'est vital. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Pour comprendre la société dans laquelle nous vivons, il est essentiel de connaître et de comprendre les sociétés du passé. Parce que c'est pas en connaissant les sociétés passées que on peut interpréter et agir sur nos sociétés. Et surtout, en connaissant l'histoire passée, on évite de commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Donc, c'est essentiel. La recherche, sans la recherche, on n'avance pas. Et dans les sciences dures, encore moins. La confrontation des recherches, des idées, des méthodes avec d'autres chercheurs est vitale. On ne peut pas vraiment avancer sans avoir le regard d'autres spécialistes dans le domaine sur notre recherche. Donc les colloques, les rencontres sont faites pour écouter ce que font les autres et parfois s'inspirer des méthodes et des questionnements des autres pour enrichir sa propre recherche et éventuellement faire des comparaisons
Mais lorsque on présente ses propres recherches, on se met en danger, il est clair. En matière de recherche, il faut faire preuve de beaucoup de modestie et se dire que on n'a pas un regard parfait, complet et sur l'objet que l'on étudie. Et que donc, il est important que d'autres chercheurs viennent quelque part nous ouvrir les yeux sur certains aspects que l'on n'a pas étudiés. Et je dirais que cette confrontation est ce qui nous fait le plus avancer dans la recherche. Donc, sans elle, c'est pas bon. Oui, alors là, je vous donnerai un exemple. J'ai obtenu une bourse de recherche au CNRS pendant 2 ans. Donc, pendant 2 ans, j'étais chercheur à temps complet. Et au bout des 2 ans, j'étais très heureuse de revenir à l'université parce que le contact avec les étudiants me manquait. La vie universitaire, des échanges avec les collègues, enseignants, me manquait. Quand on est chercheur à temps plein, on peut très facilement se retrouver très isolé et puis s'accommoder de cet isolement. Et moi, j'ai pas trouvé ça, pour moi en tout cas, j'ai pas trouvé ça très sain. Il faut un contact, il faut toujours que les étudiants soient là pour nous secouer. Et puis, être enseignant en université, c'est regarder de ses propres yeux la société en évolution. Parce que bon, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne à Cergy et les étudiants que j'ai connus pendant 20 ans ont considérablement changé. Et c'est un reflet de notre société. Et il est important, disons, d'observer cette évolution pour être nous aussi, en tant que chercheurs, capables d'adapter nos questionnements aux nouvelles problématiques sociétales. Donc, c'est essentiel. J'espère que ceux qui vont écouter cette vidéo prendront un petit peu ce qu'est le métier d'enseignant-chercheur aujourd'hui, à travers mon exemple, ce n'est qu'un exemple. Et puis j'espère surtout que notre système universitaire va continuer à financer la recherche telle qu'il se doit pour que les jeunes chercheurs aient les moyens d'entreprendre du travail de terrain et la chance, comme moi j'ai eu, de mener à bien un rêve qui était donc de comprendre l'immigration. Je suis moi-même issue de l'immigration, donc ça fait partie de ma vie. Et toute ma vie, j'ai essayé de mieux comprendre ce phénomène qui ne cesse d'évoluer. Voilà, merci.